Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau popcorn en ma compagnie, c'est Bibi300 et aujourd'hui parlons un petit peu de ce film qui arrive plus de 30 ans après le premier de 1982 et à un moment donné je me suis dit pourquoi une suite? Pourquoi avoir besoin d'une suite à ce film qui a été évidemment précurseur dans le domaine, qui a apporté quelque chose dans le cinéma de science-fiction? Il y avait la patrie de Lescott, il y avait ce truc qui se passait et on s'est dit à un moment donné, waouh, quand même. C'est pas mon film préféré, mais j'avoue que c'est un film que j'ai quand même beaucoup apprécié, que j'avais d'ailleurs revu avant de voir la suite, et je me suis dit, bon, est-ce que c'est nécessaire cette suite? Et parce qu'il faut évidemment essayer de respecter le noyau d'origine, mais en essayant d'apporter aussi sa petite touche, pour éviter que ce soit un espèce de copier-coller. Et bien c'est ce qu'on va voir ici dans la petite critique de Blade Runner 2K49. Ouh yeah, le fameux Blade Runner 2049, un film de Denis Villeneuve. Alors évidemment plus ou moins entre guillemets, je vais pas dire chapeauté par Ridley Scott, mais il a apporté sa petite patte, il a expliqué un petit peu, voilà, ce qu'il pourrait faire, etc., etc. Mais voilà, le gros du boulot, évidemment, c'est Denis Villeneuve, avec donc notamment Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Jared Leto, Ana de Armas, j'en passe et des meilleurs. On y reviendra de toute façon sur les acteurs, puisque s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas enlever à ce film déjà, c'est le jeu d'acteur que j'ai trouvé très convaincant, que j'ai trouvé véritablement bon, et même Ryan Gosling se permet d'être véritablement bon là-dessus. Il y a un détail en particulier qui me fait penser ça, et je trouve que c'est peut-être là où on ressent vraiment ce qu'il est capable de faire, et je trouve ça très intéressant. Alors, évidemment, il y aura peut-être un risque de spoil ici dans cette vidéo. À chaque fois que je vais faire ça, c'est que je vais faire un spoil. Au moins comme ça, vous savez à peu près à quoi vous en tenir, vous passez un petit peu, et dès que vous voyez un deuxième signe comme ça, c'est que le spoil sera terminé. Parce que oui, il y a des choses que je vais évoquer qui risquent peut-être de vous... pas dévoiler l'intrigue, parce que ça je le ferai pas, mais voilà, un environnement, une scène spécifique, on ne sait jamais. Alors, pour faire très simple, moi je vous dis, j'avais vraiment peur de cette suite-là, parce que je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire de faire une suite comme ça, plus de 30 ans après? Est-ce que c'est pas finalement une espèce de suite voulue comme ça, obligatoire, juste pour faire genre? Non. Donc du coup, on se retrouve avec l'agent K, qui est donc interprété par Ryan Gosling, qui est en fait tout simplement voilà, un Blade Runner. Dans cet univers qui est complètement dystopique, on se retrouve finalement avec un monde où les humains et les robots cohabitent, mais où il reste quand même des espèces de parias, des espèces de renégats, de robots malsains, robots malveillants qui sont présents. Le Blade Runner, il est là pour les tuer, pour les annihiler, tout simplement. Et je n'en dirai pas plus, parce que vous allez me dire, oula, ouais, c'est juste ça le pitch. Le pitch de départ paraît très bizarre, ou en tout cas très simple. Parce que c'est très simple, finalement, ce que je vous dis. Mais c'est pour éviter de rentrer trop dans le vif du sujet, parce qu'en fait, le développement qu'il va y avoir dans le film, je l'ai trouvé très intéressant, parce que c'est un développement qui va se faire à la fois sur le personnage de Ryan Gosling, et à la fois sur tout ce qui va graviter autour du personnage, de sa vie, de ses exploits, de ses activités, et de tous les autres personnages qui vont graviter autour de lui. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est une des choses que j'aime beaucoup, en fait, dans ce film, et que j'ai l'impression qu'on retrouve plus aujourd'hui dans les films de maintenant. Je trouve qu'aujourd'hui, dans ce film-là en tout cas, on a pris le temps de poser les bases, on a pris le temps de poser l'ambiance, l'univers, et puis on n'a pas l'impression que c'est un univers qui est aseptisé, voilà, aseptisé, qui est consensuel au possible, où on se dit « Oh mon Dieu, oh là là !» C'est, voilà, c'est en gros, tu vois, c'est dégueulasse, mais lisse. Hein, souvenez-vous, dans les années 80-90, on avait des films de bourrin, où on avait de la violence, où on avait... Quand il fallait montrer du sang, on montrait du sang. Une tête décapitée, on le montrait. Voilà, un truc, une entaille comme ça, un machin comme ça, un truc comme ça, on le montrait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des films qui sont tous complètement lisses, parce qu'il faut respecter, attention, hein, l'âge et tout ça, on sait jamais. On voit maintenant des trucs, quand on coupe la tête, on le voit pas. Des trucs qui doivent se passer, on ne le voit pas. Une violence, qu'elle soit visuelle ou non, aujourd'hui, on ne le voit plus. J'ai l'impression qu'on bride, du coup, la volonté première des cinéastes de montrer les choses. Alors qu'avant, mais les mecs s'en battaient les steaks, et ils faisaient et ils montraient tout et n'importe quoi, parfois même presque n'importe quoi que tout. Mais par exemple, une scène comme on voyait dans Robocop, le premier, la première scène notamment, enfin la scène la plus marquante de Robocop, j'en dis pas plus pour celui qui n'a pas vu le film, on sait jamais, cette scène-là, honnêtement, aujourd'hui, tu ne la reverrais jamais. Jamais, pas en l'état en tout cas, pas en l'état, et non pas au l'état.
En l'état, tu la reverras jamais aujourd'hui, parce que, attention, la bienséance, la bien-pensance, faut pas choquer les gens. Qu'est-ce qui casse les couilles? Franchement, qu'est-ce qui casse les couilles, sans déconner? Non, les choses, faut les montrer. Un univers violent, un univers dégueulasse, un univers sale, il faut le montrer. Et même si ça choque, et même si c'est dégueu, il faut le montrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, franchement, les films de SF, c'est plus que c'était. Hein. Et donc, moi, je me suis dit, est-ce que Denis Villeneuve va arriver justement à insuffler cette dose de saleté, cette dose de violence, entre guillemets, mais toujours justifiée. Toujours justifiée. Bah, je trouve qu'il a réussi. Même si, malgré tout, oui, à un moment donné, on voit certains corps déchiquetés ou ce genre de trucs, mais tu sens qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il a malheureusement pas voulu aller plus loin que ça, il aurait pu aller beaucoup plus loin, je trouve, mais en tout cas, c'est pas un univers où t'es là pour rigoler. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est un peu, d'ailleurs, l'une des choses que je regrette aussi, c'est que c'est un film qui est long, 2h43, et je trouve qu'il n'est pas assez long. Je trouve qu'il aurait mérité au moins 15-20 minutes de plus. Pourquoi? Parce que il manque quelque chose à la fin. La fin est très brutale, très brusque. C'était le moment justement où on apprenait des choses, où on comprenait certaines choses, et en fait, c'est à ce moment-là où il manque un truc, et tu te dis « Non, pourquoi? Franchement !» Et c'est là où ça fait... C'est dommage, parce qu'il manque quelques morceaux, entre guillemets, de quelques minutes en plus. Alors que le film a des longueurs. Le film a des longueurs, hein, très clairement. Hein. À un moment donné, tu as beaucoup de scènes, par exemple, où il va rien se passer, où ça va être juste des scènes avec des 15-20 minutes dans une salle où il va se passer un truc et tout ça. Mais le paradoxe, c'est que ça te plonge complètement dans le film. Ça te plonge complètement dans l'ambiance du film, et tout est posé, tout est lent, tout est filmé de manière lente, et tout est fait de manière à ce que le spectateur se dise « Ok, je me pose et j'apprécie ce que je vois. » Parce que c'est clairement ça. Honnêtement, je vous le dis, hein, vous voulez du pam boum boum, de l'action à en revendre, oubliez ce film. Il y en a quasiment aucune de scènes d'action. T'en as peut-être 2, voire 3 à la limite, et encore, j'exagère peut-être quand je dis 3, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Finalement, déjà, Blade Runner, le premier, il n'y en avait pas non plus énormément. On jouait encore une fois beaucoup sur l'écriture, la narration, les dialogues. D'ailleurs, dans ce film, t'as énormément de dialogues comme ça, et certains diront « Ouais, c'est des dialogues qui sortent un peu de nulle part, on parle de machin bidule, ça part comme ça dans des espèces de diarrhée verbale, de lyrique, où tu te dis « Oh mon Dieu, c'est les grandes paroles, les grands mots, les grands gestes. » Mais en fait, je trouve que ça passe bien quand même. Honnêtement, ça passe bien quand même, même si, par exemple, je trouve que le personnage de Jared Leto, il est complètement sous-exploité, mais alors complètement sous-exploité, alors qu'il y a une scène avec lui, je crois que c'est même l'une des premières scènes où on le voit, il fait un truc, tu te dis, c'est quoi ce délire? Et en fait, tu comprends où il veut en venir, tu comprends ce qu'il veut évoquer lorsqu'il parle justement de certaines choses, voilà, putain, je peux pas en dire plus, fait chier, mais c'est là où tu te dis, ah ouais, quand même, putain, c'est là, le personnage aurait vraiment mérité une meilleure ampleur, un meilleur traitement, un meilleur travail, c'est une des choses que je regrette dans le film, malheureusement. Parce que on évoque aussi ce côté humain, robot, l'émotion. Est-ce qu'un robot peut être doté d'une conscience, d'une âme, d'une émotion, ce genre de choses? Et d'ailleurs, l'une des scènes qui représente pour moi vraiment cette espèce de symbiose entre l'émotion que peut avoir un robot ou non, c'est une scène qui pour moi, mais certainement des meilleures que j'ai vues de ces 10 dernières années, parce qu'elle est d'une simplicité rare et je sais même pas comment expliquer ça, tellement je l'ai trouvé absolument douce, sensible et juste. Une scène juste. Alors, attention, spoil, vous le savez, l'agent K, c'est pas un humain. Voilà, pour faire très simple. Et donc, du coup, en fait, à un moment donné, il va se retrouver chez lui, et puis il y aura une scène, justement, où il va avoir, entre guillemets, un comportement avec sa femme hologramme, puisque c'est une femme qui n'existe pas, c'est un hologramme, et qui, du coup, va, à un moment donné, avoir une scène d'amour avec cette femme-là hologramme, qui va se mettre, en fait, dans le corps d'une autre femme, mais qui existe. Cette femme-là va arriver, en fait, tout simplement, elle va se mettre comme ça, la femme hologramme va se mettre en fait tout simplement dans le corps, et quand je dis dans le corps, bon voilà, elle se met comme ça dans le corps de la personne, et ensuite elle va avoir des gestes tendres d'amour, etc. Il y aura une scène d'amour entre guillemets. Fin du spoil. Mais cette scène-là,
cette scène-là, je n'irai pas plus loin dans l'explication, c'est une scène que j'ai trouvée... Denis aurait pu dire, allez, on va se faire une bonne grosse scène de cul, une grosse scène de sexe, machin, les nichons, les jambes comme ça, allez, vas-y. Et en fait, non. C'est une scène d'une sensibilité rare, d'une tendresse incroyable. Il y a cette sensibilité érotique qui se dégage de cette scène, mais qui est absolument pas vulgaire du tout, et qui, à un moment donné, tu regardes, tu fais... Putain, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est simplement beau. Et ce genre de scène, vous allez en avoir des scènes belles comme ça, où, encore une fois, c'est filmé de manière très lente, avec des panoramas, avec des moments où il ne se passe rien, où on voit notamment, voilà, Ryan Gosling qui est là, qui regarde, des moments de vide, des moments où il n'y a pas de son, où il n'y a rien. C'est notamment le cas dans, attention spoil, quand il arrive dans une certaine ville, complètement déserte et tout ça, avec cette espèce de halo orange que l'on peut avoir, là on n'entend rien, il n'y a pas de son. Et dès qu'il marche, on entend la musique derrière qui fait... Plus rien. Plus rien. Et là j'ai fait... Oh lolo 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 lolo. C'est extrêmement bien, fin du spoil, c'est extrêmement bien filmé, et c'est monté de telle manière à ce que, encore une fois, on a véritablement l'impression que c'est ce que moi j'appelle un film moderne de l'époque. C'est-à-dire qu'il garde les codes de l'époque, mais avec les moyens modernes que l'on peut avoir aujourd'hui. C'est franchement bien foutu, vraiment vraiment hyper bien foutu. Et que dire évidemment donc du traitement fait par Ryan Gosling, très bon personnage ici. Harrison Ford qui est pas le plus mis en avant ici, mais qui a au moins le mérite de faire son effet, encore une fois. On sent qu'il vieillit un peu le pépère, hein, c'est normal, mais il a toujours la classe, très clairement. Robin Wright, bon ça je vous en ai parlé, bon Jared Leto, je vous en ai parlé. On a notamment, alors je l'ai noté, hein, c'est parce que j'ai plus les noms, Sylvia Hawkes, qui joue un personnage qui a son importance, et là je me suis dit... Putain, elle le joue super bien. Franchement, elle joue un personnage spécifique. Je vous en dis pas plus, mais elle le joue super bien. Les émotions, ou j'ai même envie de dire les non-émotions qui transparaissent au niveau de son visage sont complètement dingues. Et c'est incroyable. Et notamment, évidemment, mention spéciale à Ana de Armas, qui joue donc la femme hologramme donc de Ryan Gosling. Je vais être clair tout de suite hein, sur ce point. Ana de Armas, si tu m'écoutes, je suis ton objet. Fais de moi ce que tu veux, fais de mon corps ce que tu veux. Je lèche le sol, je bois ta sueur, je fais ce que tu veux. Cette femme, encore une fois, elle est incroyable. Mais vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, certains vont dire, oh, vas-y, elle est bonne, elle est bonne. Non, les gars, arrêtez d'être beauf, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Non, c'est pas ça. Elle dégage un charme naturel qui est complètement fou et qui, encore une fois, ne se limite pas au physique ou quoi que ce soit. Dans ses gestes, dans son regard, dans sa manière de voir les choses, c'est incroyable, incroyable. Tu la regardes, il se passe un truc. Tu la vois dans le geste qu'elle peut faire, dans la douceur qu'elle peut avoir, dans le regard qu'elle peut avoir vis-à-vis de Ryan Gosling, tu te dis « Oh putain, waouh !» Et là, c'est beau. C'est beau parce que c'est bien joué. Une fois de plus, c'est très très bien joué. Donc, comme ça, vraiment, vraiment comme ça, bravo, bravo, bien joué, parce que le jeu d'acteur est très bon. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, le jeu d'acteur est vraiment, vraiment très bon. Que dire évidemment de la direction artistique avec tous ces espèces de flashs, toutes ces lumières, toutes ces couleurs très contrastées évidemment, très chaudes et parfois même très froides à certains moments, qui savent se mettre au bon moment, au bon endroit, avec encore une fois cette volonté même de dire, bah voilà, on a quelque chose qui fonctionne bien. Les lumières ne sont pas là juste pour faire joli. Évidemment, ça participe à l'ambiance, ça participe à l'univers, un univers très Mass Effect dans l'âme, hein, finalement, avec encore une fois ces lumières très contrastées où l'on arrive dans certains moments, dans certains lieux. L'un des reproches que je pourrais lui faire à ce film, finalement, c'est qu'il manque peut-être un petit peu plus d'incursion dans la ville que l'on a. Encore une fois, cette ville très angoissante, dystopique, on a l'impression que on est enfermé à l'intérieur, tu vois, parce que chaque plan que tu vois de la ville, enfin, t'as l'impression que c'est une horreur de vivre là-dedans. Tout est fermé, tout est comme ça, étriqué, les uns sur les autres, enfin, c'est très, très angoissant, voilà, c'est même oppressant, t'as l'impression de te dire que t'es dans une ville qui vit de l'intérieur, mais fermée de l'extérieur, c'est très bizarre, et du coup, Denis a réussi à justement mettre en avant cette volonté première
de rendre le tout oppressant, dans une ville où tu as l'impression que tu n'as pas envie de vivre, tellement ça paraît dégueulasse. Et c'est convaincant. C'est convaincant, mais il n'y a pas beaucoup de moments comme ça. Il n'y a pas beaucoup de moments où on est véritablement dans la ville et où on voit ce qu'il y a dans la ville. C'est un des reproches que je pourrais faire au film, vraiment. Parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé pour, encore une fois, sublimer l'univers, sublimer l'ambiance de ce fameux Blade Runner 2049. Donc, ça fait partie pour moi des choses qui me sont un petit peu gênantes, mais encore une fois, rien d'incroyable, rien de dramatique, mais ça fait partie quand même des choses à mettre en place. La bande-son, parlons-en. Alors la bande-son, c'est plus Vangelis qui est derrière la bande-son. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas été appelé, il me semble. Alors, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais voilà, il n'est pas là en tout cas, donc je me suis dit, mais comment réussir à donner ce qu'avait procuré Vangelis à l'époque. Parce qu'à l'époque, voilà, les synthés, les machins... Avec des... Bon, je le fais très mal, je fais très mal le synthé. Mais avec comme ça des sonorités incroyables qui te percutent les oreilles, où t'es là comme ça. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont reprendre ce style-là? Eh ben, ils l'ont repris. Alors, je l'ai noté, c'est Johan Johansson avec Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch, je crois que c'est ça. Wallfisch, ouais, voilà, c'est ça. Ces gens ont fait la bande-son. Alors, quand j'ai vu Hans Zimmer, je me suis dit, oh là là, Hans Zimmer, ça va, on va le voir le droit. Avec des bruits bien sourds, bien dégueulasses. Pourtant, j'adore ce que fait Hans Zimmer, mais dernièrement, par exemple, avec Dunkerque, c'était un petit peu trop violent pour mes oreilles. Franchement, chapeau bas. Ils ont repris l'univers musical de Vangelis avec, encore une fois, ses synthés parfois très présents, avec ses sonorités qui partent un petit peu dans tous les sens, avec notamment un thème qui a été repris, le fameux Tears in Rain, qui était beau déjà, magnifique de base, mais alors là, ils te l'ont repris, ils te l'ont sublimé, tu fais « Ah, mon Dieu, c'est incroyable !» Et ça, vraiment, la bande-son est géniale. Ah, la bande-son est incroyable. Et encore une fois, elle sait se faire au bon moment, au bon instant, à des moments où tu te dis « Ok, ça arrive là, bam !» Voilà. Et c'est pas des musiques qui vont être tout le temps là, à chaque moment. Il y a des moments, encore une fois, où je vous dis, de vide absolu, où tu n'as aucune musique, où ils vont juste se regarder comme ça. Et il n'y a aucun son. Il n'y a aucun son, il n'y a rien. Tout se fait au travers, encore une fois, d'une non-gestuelle. Quelque chose qui se fait... C'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Donc la musique se fait entendre au bon moment. Elle sait se faire entendre au bon moment. Et c'est très bien. Et c'est vraiment très bien à ce niveau-là. Encore une fois, je vous dis, la présence des synthés, de ces sonorités très années 80, très... comment dire, je peux même pas dire que c'est même pas de la new wave, on est plus dans vraiment du synthé des années 80, avec encore une fois ces sonorités qui ont tendance à partir un petit peu dans les aigus, qui reviennent un peu dans les graves très vite et qui repartent tout de suite dans les aigus. Non, c'est franchement bien foutu, ça a de la gueule, ça a clairement de la gueule. J'ai vraiment envie de voir ce que donne la BO générale et de l'entendre sans le film pour voir ce que ça donne, parce que franchement, chapeau. Non, chapeau, c'est bien. Et le travail de montage derrière a fait son effet, forcément. Bon, est-ce que j'ai autre chose à dire? Enfin, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression déjà de vous avoir trop dit sur le film. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Enfin, le problème, c'est que si je parle de certaines scènes, vous allez me dire « Ah oui, mais non, pas de spoil !» Donc, non. Non, je vous ai tout dit, écoutez. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette petite critique. J'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai pas envie de vous en dire plus, parce que je pense que ce serait pas bien de vous en dire plus. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez aimé Blade Runner, le premier, foncez. Allez le voir. C'est un impératif, réellement, parce que là, on voit plein de critiques dithyrambiques. Oh, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Je peux pas dire que ça a été une claque, ce film. Je peux pas dire que ça a été une claque, mais j'ai passé un très bon moment. Ça, c'est clair que j'ai passé un très bon moment, un excellent moment. Pour moi, c'est simple. Le film que j'ai vu, il est au moins à la hauteur du premier. Mais alors, au moins à la hauteur du premier, et bien comme il le faut. Ça, c'est clair. Parce que, encore une fois... Aujourd'hui, tu regardes le premier Blade Runner, et il a pris un petit coup de vieux quand même, malgré tout. Alors, pas en termes d'esthétique, pas en termes de direction artistique, où là, t'as l'impression que le film, même encore aujourd'hui, il passe super bien, mais dans la manière de faire, la manière de filmer, qui a pris quand même un petit coup de vieux. Aujourd'hui, Denis Villeneuve, il a su reprendre un bébé qui était très difficile à mettre en avant, et pourtant, il a réussi à le faire. Il a réussi à le faire, et franchement, Denis, si tu m'écoutes... Bravo et respect. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'est le Premier Contact.
Je crois que c'était lui qui avait fait Premier Contact. Pareil, ce film-là, tu regardes le film avec Amy Adams, tu te dis, c'est un truc de fou. Parce que là, encore une fois, c'est un film, il se passe rien. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas des trucs, des pampans, des boum boum. On n'est pas chez Michael Bay, les gars. Hein. On n'est pas dans le côté popcorn, machin, grand public. Ah, vas-y, je tire dans tous les sens, boum boum. Ah, non, bon sang, non, non. Le mec, il te fait de la SF comme à l'époque, mais avec les moyens modernes. C'est-à-dire comme à l'époque, c'est-à-dire riche, authentique, juste et fidèle à ce qu'on veut de ce genre de choses, avec un univers posé, avec une ambiance qui est posée, une volonté première de propulser le spectateur dans son film. Tu veux regarder mon film? Viens, je t'emporte avec moi et je te montre ce que je suis capable de faire. Franchement, les gars, putain, des gens comme ça, on en veut plus. Plus dans le sens plus, hein. Ah oui, ça c'est clair. Mais franchement, moi je vous le dis, j'ai hâte de voir d'autres productions de Denis Villeneuve, clairement. Parce que je me dis, le mec, il a un truc. Il a un truc que n'ont pas les autres. Il a clairement un truc que n'ont pas les autres, parce qu'il arrive à insuffler quelque chose qui manque aujourd'hui, je trouve, dans les films. C'est cette espèce d'âme science-fictionnesque, je sais que ça se dit pas, mais tant pis, mais cette âme de science-fiction que l'on avait à l'époque, que l'on a perdu entre-temps, que l'on ne retrouve quasiment plus. Je dirais que peut-être le dernier à l'avoir fait, c'est peut-être Matrix, et encore, et je me dis, il insuffle un truc, voilà, autre chose que simplement du pam-pam boum-boum, machin. Il y a un effort de narration, il y a un effort scénaristique, il y a un effort visuel, il y a un effort de montage, de cette volonté, encore une fois, de montrer les choses sans pour autant se freiner à vouloir montrer ces choses-là. Non, c'est bien foutu, voilà. Le problème, c'est que, voilà, il y a des choses qui ne marchent pas très bien dans le film, comme je vous l'ai dit, Jared Leto, son personnage, manque de consistance, de profondeur, pas assez de moments dans la ville, je trouve, des moments comme ça où parfois c'est assez long, mais c'est tout le paradoxe, je trouve que ça marche quand même bien, mais ça reste quand même un détail, et puis voilà, encore une fois, moi j'ai été complètement happé par le film, voilà, complètement happé. À la fin, en fait, c'est ça qui est dingue, à la fin, c'est une des premières fois que je fais ça. C'est rare que je fais ça. Je suis resté jusqu'à la fin du générique. Alors, pas pour voir une espèce de scène finale à la con chez Marvel ou quoi que ce soit, truc qui sert à rien, mais le truc où je me suis dit... En fait, je suis resté comme ça, j'ai écouté la musique du générique, j'ai fait... Putain, c'est bien. Oh, c'est bien. Ah, c'est vraiment... Et je suis resté jusqu'à la fin. Un truc où je me suis dit, j'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie de partir. Parce que j'étais encore tellement dedans que je me suis dit... Ouais... Ah, c'est bien, c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Honnêtement, c'est pour moi mon coup de cœur de l'année, très clairement. J'ai pas vu beaucoup de films non plus cette année, donc c'est difficile de parler de coup de cœur, mais celui-là, il est à un niveau tel que je me dis, bravo Denis. Bravo aux acteurs, bravo à la réalisation, bravo aux scénaristes, bravo. Non, j'avais peur d'une suite bas de gamme, ou d'une suite qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de Blade Runner et de ce qu'avait fait Ridley Scott. N'ayez pas peur. Alors, encore une fois, je vous dis mon avis. Peut-être que vous n'allez pas le ressentir de la même manière. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous aimez les films posés, les films qui racontent une histoire, qui prennent le temps de raconter l'histoire, qui prennent le temps de poser le tout, allez-y. Allez-y. Et encore une fois, laissez-vous happer, laissez-vous aller. Voilà, laissez-vous aller à profiter du film. Parce qu'il y a des moments, et puis encore une fois, il y a un rebondissement dans le film. J'ai été ultra naïf une fois de plus, j'ai fait « C'est pas possible !» Et pourtant, qu'est-ce que ça a bien fonctionné. Et là, à ce moment-là, encore une fois, le montage a fait son effet, la musique a fait son effet, les dialogues ont fait son effet, je fais « Ah, putain, ça tue !» Voilà, Blade Runner 2049 est une réussite, très clairement, et c'est clair que je me prendrai le Blu-ray, s'il y a une édition collector, je me le prends direct, parce que, oui, des films comme ça, qui me font vivre des émotions brutes et simples, j'en veux tous les jours. J'en veux tous les jours. Ah, c'est sûr qu'encore une fois, ça nous change de tous ces films aseptisés, où ça se passe toujours de la même manière, et c'est toujours monté de la même manière, et c'est toujours machin bidule comme ça, tac, et terminé. Ça fait plaisir. Et puis... c'est peut-être pas un film grand public,
C'est peut-être pas un film grand public, mais je crois que ça fait du bien aussi, parce que c'est pas parce qu'un film doit être universel qu'il doit être réussi. C'est pas parce qu'un film est comme ça qu'il n'est pas percutant et qu'il n'est pas marquant de sa génération. On n'a pas besoin qu'un film soit universel et touche tout le monde pour qu'il soit bon. On a besoin d'un film qui nous raconte quelque chose et qui nous happe complètement dans son univers et dans son ambiance. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Allez, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai traîné un peu en longueur sur la fin, je suis vraiment désolé, mais allez-y. Tout simplement, allez-y. Merci à vous, des bisous et à très bientôt. Portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et vive le cinéma. Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao.